Eh bien, Humboldt définissait, son projet comme étant celui de l'étude de l'habitabilité progressive de la Terre et c'était il y a à peu près 2 siècles. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment avons-nous rendu la Terre non pas de plus en plus habitable, qui était le projet d'étude de Humboldt, savoir comment l'humanité avait transformé la Terre, pour en faciliter, l'habitabilité, mais comment nous l'avons rendue de moins en moins habitable. Et l'enjeu, c'est d'arrêter cette course vers l'abîme. Alors, système de pensée, c'est un terme un peu, général. Je pense qu'il faut plutôt parler moi, j'emploie le terme d'ontologie qui fait parfois un peu peur, qui est un terme un peu savant, un terme philosophique, mais qui, au fond, revient à dire une chose très simple, c'est que chaque, individu, humain sur la terre, heu construit un monde à partir, des, expériences, qu'il a connues et des la socialisation qu'il a traversée et certaines de ces expériences et de ces socialisations se coïncident et donc aboutissent au fait qu'on a, sélectionné à l'intérieur de cadres, géographiques, locaux, les mêmes éléments pertinents dans le monde pour en faire des mondes, qui sont à la fois des mondes personnels, mais ces mondes se chevauchent, coïncident entre plusieurs personnes et c'est ce qu'on appelle ordinairement une culture. Et ces différentes façons de faire monde, heu, on alors comment elles se constituent? Ça, c'est une question extrêmement difficile, mais on peut au moins essayer de comprendre comment elles se différencient. Et c'est, au fond, le travail, des anthropologues, c'est d'essayer de comprendre les différents styles de vie, des populations humaines, à la surface de la Terre et la façon dont ces populations interagissent avec, des milieux, avec, des autres qu'humains, de façon, singulière. Et ces différents styles de vie, ces différentes façons de, fabriquer un mobilier du monde, elles sont fondées sur des inférences que chacun d'entre nous peut faire, sur des, heu, intuitions, quant à ce qui nous caractérise et ce qui caractérise, autrui, quel que soit cet autrui, que ce soit un autrui humain ou non humain. Et donc moi j'ai fait l'hypothèse qu'il y avait 4 façons de former des intuitions, à propos d'autrui. C'est de penser soit que cet autrui, a une intériorité analogue à la mienne, c'est-à-dire qu'il a, des intentions, une subjectivité, une capacité éventuellement dans certaines circonstances de communiquer, mais qu'en revanche son corps est complètement différent du mien, parce que son corps est, organisé avec des dispositions qui lui rendent la vie, heu, commode, en tout cas, dans certains types de milieux. Ça, c'est ce que j'ai observé en Amazonie et que j'ai appelé, l'animisme. Ça veut dire que la plupart des existants, la plupart des non-humains, des plantes, des animaux, les esprits ont une intériorité, analogue à celle des humains. On peut communiquer avec eux, ce sont des personnes, mais des personnes avec une apparence physique, différente de la nôtre, de celle des humains. Et cette apparence physique, ce corps leur permet c'est comme une sorte de scaphandre qui leur permet de se déplacer, dans des mondes particuliers, sous l'eau, dans les airs, qui déterminent leur alimentation et cetera et donc qui fait que chaque, forme de vie, en quelque sorte, a un monde qui lui est propre. Et ce monde qui lui est propre, c'est un monde qui s'ouvre à cette forme de vie par son corps et non par son esprit. Nous avons fait le choix inverse. Quand je dis «nous», c'est-à-dire les Européens à partir de l'âge classique, disons, à partir de la révolution mécaniste. Nous avons au contraire imaginé que nous étions les seuls à avoir des facultés, cognitives et morales, à l'intérieur de l'ensemble des êtres organisés, ce qui nous donnait une, supériorité évidemment, vis-à-vis, des autres qu'humains et vis-à-vis de ce qu'on a commencé à appeler la nature, c'est-à-dire, tout ce qui n'était pas humain
Mais qu'en revanche, il y avait une partie de nature en nous, c'est-à-dire que nous étions, par ailleurs, et ça Descartes le montre dès la théorie des animaux-machines, au XVIIe siècle, tous les corps sont organisés par des dispositifs mécaniques qu'on peut reconstituer comme des automates, et que par conséquent, tous les corps sont sensibles aux mêmes lois de la physique, de la chimie et à partir du XIXe siècle de la biologie et de la théorie de l'évolution. Donc c'est dans ces deux systèmes. Le deuxième, je l'ai appelé naturalisme. Pourquoi? Parce qu'il est fondé en particulier sur l'idée que la nature existe, c'est-à-dire qu'il y a, au-delà des humains, un ensemble euh, compact de phénomènes et d'êtres qui ne sont pas humains et qui sont susceptibles d'être connus, investigués par les sciences et dominés pour en tirer profit. Hein, ce sont des ressources. Euh, eh bien, le naturalisme postule et fait à l'intuition de différence entre les humains et les non-humains, mais elle ne passe pas au même endroit que les différences que l'animisme présume, à savoir la différence, dans un cas, ce qui fait la différence, c'est la différence des corps, c'est le cas de l'animisme, sur un fond d'unité ou des intériorités. De- dans l'autre cas, le cas du naturalisme, c'est la différence des esprits, ou plus exactement, c'est le fait que seuls les humains ont un esprit, alors que les non-humains n'en ont pas. Ça, c'est une première série de différences qui a des conséquences évidemment considérables pour ce qui concerne le naturalisme, on y reviendra sans doute. Il y a d'autres façons de faire monde aussi, hein, c'est-à-dire de percevoir des, des ressemblances et des différences entre soi, un sujet humain, et puis des autres qu'humains. Les deux autres, je les ai appelés totémismes, pour reprendre une terminologie qui a été largement euh, analysée par les anthropologues sur la base des matériaux ethnographiques qui ont été recueillis en Australie dès la fin du XIXe siècle, qui est fondée sur l'idée que humains et non-humains, à l'intérieur de certaines classes, de certains groupes, partagent des caractéristiques physiques et morales identiques, mais qui sont définies à un certain niveau d'abstraction qui permet de transcender, d'aller au-delà euh, des, euh, euh, des différences de forme. Alors, c'est des caractéristiques qui ont été transmises par un prototype initial qu'on a longtemps appelé dans la littérature ethnographique un totem, et qui font que des humains d'un certain groupe, et puis des varans, des carottes sauvages, des kangourous, etc., vont partager certaines caractéristiques qui sont d'être plus ou moins lents, plus ou moins rapides, ou plus ou moins clairs, ou plus ou moins foncés, plus ou moins corpulents, plus ou moins efflanqués, etc., qui sont donc des caractéristiques assez générales, transmises donc par ce prototype initial. Et donc là, on a à la fois à l'intérieur de groupes totémiques une unité des caractéristiques morales et physiques entre humains et non-humains, et entre les groupes, une différence radicale. Et la dernière formule qui nous est en fait assez familière, puisqu'elle renvoie à notre propre passé, qui est celui de la période médiévale et de l'Antiquité, mais aussi à une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, à une grande partie de l'Asie, aux populations autochtones des Andes et du Mexique. Elle est fondée sur l'idée que le monde est au contraire fondé sur une multiplicité de différences, rien n'est semblable. Donc ce sont des éléments hétérogènes, disparates, et pour vivre dans un monde composé d'éléments disparates, il faut pouvoir trouver entre ces éléments des points de connexion, sinon c'est invivable, c'est inconcevable déjà, parce qu'il y a une trop grande diversité, et surtout la vie au jour le jour est invivable.
Et donc, on établit des éléments de correspondance entre le jour, une saison, une couleur, un parfum, un type d'animal, etc., et qui s'oppose à une autre série de correspondances entre la nuit, un autre parfum, un autre animal, une autre couleur, etc. Et donc, on peut créer des chaînes de correspondance transitives de ce type-là. Et j'ai appelé ça l'analogisme pour une raison bien simple, c'est que si le raisonnement analogique est universel, il est déployé avec intensité et systématicité dans ces systèmes, de façon à donner de la cohérence à un monde qui n'en a pas. Oui, alors il faut d'abord dire que cette notion de nature, c'est une notion européenne, elle naît euh, en Grèce ancienne avec l'idée de la phoussis, c'est-à-dire ce qui est propre à un organisme, à une plante par exemple. La première fois qu'on emploie ce terme, c'est dans l'Odyssée d'Homère, pour désigner les caractéristiques propres d'une plante, ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est et les effets qu'elle produit. Euh, cette notion s'est transcrite en latin dans le terme de natura, qui est un dérivé de nascor, de naître, donc c'était ce qui se développe par soi-même. Et au XVIIe siècle, cette notion de natura a fini par englober l'ensemble des non-humains extérieurs aux humains, sur lesquels les humains peuvent exercer un contrôle et y trouver une source de profit pour leur bien-être, au fond. Et donc, les autres qu'humains qui, dans la période médiévale, étaient étirés le long d'une grande chaîne de l'être, avec, qui allait depuis Dieu jusqu'aux créatures les plus humbles, et qui comptait de très nombreux échelons, euh, au sein desquels les humains ne constituaient qu'un petit élément, en quelque sorte. C'est ce grand dispositif cosmologique, cette architecture cosmologique s'est effritée pour aboutir à un système dualiste dans lequel il y avait d'un côté les humains, la société, ce qui est devenu ensuite la culture, le terme a été employé plus tardivement, et puis la nature, c'est-à-dire les autres qu'humains, dépourvus de toute intériorité, devenus des choses inanimées que l'on pouvait donc utiliser, mettre en valeur et faire transformer en marchandises. Et ça, c'est une attitude tout à fait singulière, alors qui s'est évidemment répandue avec le colonialisme, la globalisation et l'expansion du capitalisme, qui fait que beaucoup de civilisations qui étaient auparavant, qui avaient des mobiliers du monde différents, ont fini par se trouver quasiment obligés à réfléchir le monde, ou en tout cas à le percevoir à partir de ces catégories-là. Et cette façon de voir les choses, évidemment, a supposé une attitude prédatrice vis-à-vis des autres qu'humains, puisque, étant simplement des choses, et il n'y avait pas de conséquences négatives au fait d'en user et d'en abuser. Alors que dans toutes les autres civilisations, dans toutes les autres façons de faire monde, les humains étant partie d'un ensemble plus vaste, ne pouvaient bouleverser cet ensemble sans en subir les conséquences, par la vengeance, par exemple, des divinités, lorsqu'on allait à l'encontre des cycles cosmologiques, ou par la vengeance d'esprits qui venaient venger, par exemple, une chose qui est très commune dans l'animisme, qui sont ce qu'on appelle les maîtres du gibier, qui sont des esprits qui viennent venger les animaux chassés lorsque les chasseurs en tuent beaucoup plus qu'il n'est nécessaire.
Donc là, il y avait ce système de régulation, en somme, qui empêchait une expansion démesurée de l'appropriation, de la dévastation du monde dans d'autres façons de faire monde, et qui ont sauté progressivement avec l'extension de ce qu'on peut appeler le naturalisme, avec les conséquences dramatiques que nous connaissons actuellement. Les Achuars ont un système de relation avec les humains comme avec les non-humains qui est fondé sur la prédation. La prédation au sens biologique. Qu'est-ce que c'est que la prédation au sens biologique? C'est la nécessité d'absorber quelque chose d'extérieur à moi pour me reproduire. Et donc, les Achuars, contrairement à d'autres populations que j'appelle animistes, soit en Amazonie, soit ailleurs dans le monde, n'échangent pas, n'offrent pas de contrepartie au prélèvement parmi les non-humains, notamment lorsqu'ils chassent. Ils ne se sentent pas tenus, en somme, d'offrir une contrepartie, alors que leurs voisins, un peu au nord, en Colombie, par exemple, dans l'Amazonie colombienne, il y a des systèmes extrêmement raffinés d'échanges dans lesquels le chaman va donner des âmes humaines d'humains morts au maître du gibier en échange d'animaux qui vont être lâchés dans la forêt pour être chassés. Donc les Achuars ont conscience de cela, mais en même temps, ils savent que s'ils tuent plus d'animaux qu'il n'est nécessaire, ils vont encourir le courroux des maîtres du gibier et ça va très mal se passer pour eux. Et donc ce système est relativement équilibré par, disons, des règles de restrictions qui sont auto-imposées. Et on a la même chose d'ailleurs pour les plantes cultivées. Le manioc, par exemple, est réputé boire le sang, aspirer, sucer le sang par ses feuilles des femmes qui le cultivent dans les jardins et de leurs nourrissons. Et par exemple, l'anémie du nourrisson, qui est une chose assez commune dans cette région, est imputée au manioc. Et donc, la femme traite les plants de manioc comme ses enfants. Elle les appelle dans des champs magiques pour les inciter à croître, etc., en les appelant mes enfants. Et donc, il y a une compétition entre les enfants humains et les enfants végétaux, et les enfants végétaux se vengent sur les enfants humains du fait d'être mangés. Donc, ce n'est pas une sacralisation au sens, on ne va pas mettre à part les plantes et les animaux, c'est simplement les traiter comme des personnes, mais des personnes avec lesquelles, comme avec les humains, on se dispute, on est en conflit et qu'on peut éventuellement tuer. Donc, les Achuars tuent des humains, ont tué en tout cas des humains dans les guerres de vendetta intérieures qui étaient assez vives à une époque. Donc c'est simplement les mettre, poser les non-humains comme des alter-ego et pas comme des choses. C'est ça qui est important. Et d'ailleurs, le terme que je définis comme personne, Eins, en Achuar, c'est le cas dans toutes les autres langues de cette famille linguistique, ça désigne toutes les entités qui sont capables de communication et qui ont une intériorité, une âme, un esprit, et avec lesquels donc on peut échanger. Et ça veut dire donc à la fois les plantes, les animaux, et évidemment les humains. Je pense que c'est un long travail de décantation, en fait. Lorsque progressivement, on en vient à comprendre ce que les gens disent et à les prendre au sérieux, c'est-à-dire à ne pas prendre ça comme une sorte un recueil de superstitions ou une théorie religieuse, si je puis dire, qu'on peut prendre simplement comme une ornementation dans une monographie sur un système économique et social. On en vient peu à peu à questionner
ses propres catégories et à se demander si elles sont pertinentes pour rendre compte de ce que l'on observe. Donc je dis que c'est un travail de décantation parce que ça vient petit à petit, heu, par des petites expériences comme ça. Je me souviens qu'une des premières expériences, c'est une histoire que j'ai racontée déjà. Heu, c'est une société chez les Achuar où on interprète les rêves le matin, enfin bien avant le lever du jour parce qu'on se lève très tôt. Les gens se réunissent autour des feux pour discuter des rêves de la nuit et pour, en fonction de cela, décider de ce qu'ils vont faire dans la journée. Et il y a des rêves qui relèvent d'une oniromancie classique, hein, c'est-à-dire dans lequel on se sert d'une sorte de grammaire interprétative et tel type d'image onirique renvoie à tel présage. Puis il y a d'autres rêves dans lesquels ce sont des êtres qui sont en général des non-humains, des plantes et des animaux qui se présentent à vous sous une forme humaine et qui vous délivrent un message. Et c'est une femme qui racontait elle avait été visitée par une jeune fille qui, en réalité, s'était présentée comme un plant de manioc et qui se plaignait d'être empoisonnée par sa maîtresse, par sa mère, donc d'une certaine façon. Pourquoi? Parce qu'elle avait été plantée très près d'une plante qui sert à la pêche à la nivrée, c'est-à-dire à la pêche par des racines dont le suc va modifier la tension superficielle de l'eau et va empêcher les poissons de respirer. Et donc c'est une sorte de poison que d'ailleurs il arrive qu'on se sert pour se suicider. Et cette jeune femme se plaignait donc d'avoir été que sa vie avait été mise en danger. Alors, on, on- que dire de ça? On peut dire les Achuars croient que. Oui, sans doute, ils croient que, mais c'est plus que croire que, c'est quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne. Si on considère que la plante que, que je materne au jour le jour, le plant de manioc que je materne au jour le jour, vient me voir sous une forme humaine. Pourquoi il vient me voir sous une forme humaine? Parce qu'il se voit, ce plant de manioc, cette personne manioc se voit elle-même comme un humain, et donc apparaît aux humains sous une forme humaine. Donc ça suppose plus que de dire c'est une conception religieuse, sacralisée des plantes, ça contraint le quotidien, le tissu quotidien de la vie. Et si ça contraint le tissu quotidien de la vie, ça veut dire que notre façon à nous de voir les plantes comme des organismes qui ont telle ou telle caractéristique, mais avec lesquels l'identification n'est pas toujours aisée, euh, est une vision parmi d'autres. Donc c'est un travail encore une fois, de réflexif, hein, que les ethnologues en fait mènent. C'est pas tout à fait exact de dire que les, les ethnologues sont pas complètement aveugles, hein, et donc depuis un peu plus d'un siècle qu'on fait de l'ethnographie, on peut lire. Je parlais tout à l'heure de l'Australie. Il y a des ethnographies extraordinaires de la fin du 19e siècle sur les aborigènes australiens qui sont d'une très très grande finesse dans la description. Et donc, c'est simplement que les concepts au moyen desquels rendre compte de ce que l'on observe, dans la mesure où ils ont été forgés en Europe pour rendre compte d'une situation complètement différente, ne sont pas toujours adéquats. Les concepts que nous utilisons, les plus simples, hein, société, nature, culture, histoire, art, économie, tout ça, ce sont des concepts qui sont nés dans le courant du XVIIe et du XVIIIe siècle, quelquefois du XIXe, pour rendre compte d'un phénomène historique très particulier qui était l'accession de l'Europe à sa propre intelligibilité, hein, sa propre compréhension comme un, une façon de faire monde tout à fait singulière, justement. Et ces concepts que nous employons au quotidien, ils ont été utilisés aussi par les sciences sociales pour décrire des réalités qui ne s'y prêtent pas. Et donc, pour prendre un exemple tout simple, non seulement nature et culture, ce sont des concepts qui sont très propres
à l'émergence d'une certaine façon de faire monde qui est propre au naturalisme, mais même le concept de société, c'est-à-dire le fait d'isoler au sein d'un ensemble d'êtres dans le monde des assemblages d'humains qui se donnent leurs propres conventions, c'est quelque chose de tout à fait singulier, parce que ce que l'on entend par ce que moi préfère appeler des collectifs, c'est-à-dire des ensembles d'humains, mais aussi de non-humains, ailleurs, ont des formes très diverses et très différentes. En Amazonie, par exemple, chaque forme de vie est un collectif, est une société, si vous voulez. Alors, on peut toujours continuer, si on veut, à employer le terme de société, mais ça fait bizarre de parler de la société des toucans, de la société de telle ou telle race d'esprit ou de la société des pécaris. Ce sont des collectifs, et le terme de collectif est intéressant parce qu'il désigne un assemblage, mais sans préjuger des conditions de l'assemblage ni du contenu de ce qui est assemblé. Bien sûr, on est prisonnier de nos mots, et je pense qu'une des choses, la tragédie des sciences sociales, d'une certaine façon, c'est qu'elle hérite d'un vocabulaire qui quelquefois est très ancien. Je vous le disais tout à l'heure à propos de la Phocis, donc qui vient pour beaucoup de la Grèce antique, et beaucoup des concepts, notamment philosophiques, que nous employons sont des concepts qui sont hérités de Platon et peut-être surtout d'Aristote, et au moyen desquels nous continuons à décrire des réalités qui ont quand même beaucoup changé au fil du temps, qui sont nos propres réalités en Occident ou autour de la Méditerranée, mais qui ne sont pas du tout adéquats pour décrire des réalités très différentes ailleurs dans le monde. Alors là, toute la question que ça pose, évidemment, c'est comment trouver des concepts qui permettent de faire le pont, c'est-à-dire qui ne soient pas à chaque fois des concepts locaux, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'intelligibilité possible, et le travail de la science consiste à essayer de trouver comment fonctionnent des systèmes de différence entre des manières de faire monde, non pas des ressemblances, hein, parce que trouver des ressemblances, on en trouve toujours, mais elles sont toujours très superficielles, mais des systèmes de différence, et pour cela, il faut inventer des concepts qui soient plus flexibles et plus efficaces. C'est pour ça, par exemple, que l'exemple du concept de collectif me paraît intéressant pour essayer de sortir des blocages que le concept de société, dans lequel le concept de société nous enferme. Alors, il y a plusieurs raisons pour effectivement dire qu'on est à la fin d'un partage. Il y a celle que vous venez d'évoquer, la différence entre les animaux humains et non humains, qui était pendant longtemps absolument irréfragable, et peu à peu, toutes les caractéristiques du propre de l'homme que l'on a invoquées ont disparu, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait, chez certaines espèces animales non humaines, des équivalents. Homo faber, donc la capacité technique. On sait maintenant non seulement que les animaux ont des techniques, mais qu'ils les transforment, qu'ils les enseignent, qu'il y a des filières techniques, et que une même espèce peut développer des techniques différentes dans des localités différentes, et qui ne sont pas fondées sur l'écologie, mais sur la transmission. Le langage, les travaux des chercheurs qui travaillent sur les langages animaux, je pense en particulier aux travaux de Peter Marler sur le chant des pinsons, ont montré la grande diversité des chants d'oiseaux, et le fait qu'ils étaient enseignés, et donc ils n'étaient pas instinctifs, si je puis dire, avec des variations, des innovations, euh, avec le fait aussi qu'ils sont utilisés comme des systèmes de communication intentionnels, c'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer le même message en fonction des récepteurs qui sont présents, qu'on soupçonne être présents. Donc tous ces éléments qui servaient à distinguer les humains
des autres qu'humains sont en train de disparaître. Et puis il y a un autre élément fondamental qui est le réchauffement climatique et cette idée qui a été développée par les spécialistes des sciences de la Terre et du climat, que qu'on recoupe sous le nom d'anthropocène, à savoir que les phénomènes physiques qui affectent le système Terre, maintenant, sont en partie anthropiques, et que donc on ne peut plus distinguer complètement ce qui relève de la nature et ce qui relève de la société, puisque ça forme un ensemble indissociable. C'est-à-dire cette idée, au fond, que la part de l'action humaine dans les transformations du système Terre est devenue tellement visible maintenant que certains scientifiques envisagent de nommer l'ère dans laquelle nous sommes entrés, sans savoir exactement quand d'ailleurs nous y sommes entrés, comme l'Anthropocène, c'est-à-dire comme une période dans laquelle effectivement la part des humains dans l'organisation des phénomènes physiques affectant le système Terre est devenue centrale. Alors moi, je pense que c'est une chance parce que ça nous permet de sortir de cette confrontation, de ce face-à-face entre une nature extérieure dont les humains sont coupés et qui apparaît essentiellement comme une ressource, soit une ressource matérielle, une marchandise à exploiter, soit comme une ressource intellectuelle, soit comme une ressource esthétique d'ailleurs, puisque à mesure que l'on détruit les milieux, il devient de plus en plus nécessaire pour beaucoup d'humains de conserver certains de ces milieux de façon à ne pas perdre un contact qui leur paraît nécessaire et utile avec le vivant et au sein duquel ils s'épanouissent. Alors moi, il me semble que parmi les... On est dans une situation, surtout depuis quelques semaines d'ailleurs, qui est devenue singulièrement aiguë, puisque est arrivé dans la plus grande puissance du monde, les États-Unis, au pouvoir, un président et une clique autour de lui qui dénient le changement climatique et qui promeuvent au contraire l'exploitation effrénée des ressources dites naturelles. Et il me semble que c'est un indice intéressant, en ce sens que ça indique que, notamment dans la volonté d'effacer toute référence, on l'a bien vu dans les programmes scientifiques, dans les projets auxquels les collègues scientifiques aux États-Unis sont candidats pour obtenir des financements, des termes comme changement climatique, ou même femmes, ou diversité, des choses comme ça indique très clairement une opposition terme à terme, face à face, entre ce qu'on pourrait appeler au sens très large l'écologie politique, et puis le conservatisme ou la réaction à l'échelle internationale, dans laquelle je pense que la réaction a vu de façon très fine, c'est normal, où était l'ennemi politique. L'ennemi politique, c'est l'écologie politique, de la même façon que nous, qui essayons de faire un peu de politique avec l'écologie, voyons dans le capitalisme sous sa forme la plus hystérique, si je puis dire, et du capitalisme en général d'ailleurs, l'ennemi de la Terre. Et donc, d'une certaine façon, les ennemis se sont identifiés mutuellement. Là, on sait qui est l'ennemi de part et d'autre. Et donc, on va entrer probablement dans une période de polarisation de ce fait, qui
je ne sais pas ce à quoi elle va aboutir, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le fait que l'espoir vient par les marges. Euh, et les marges, c'est quoi? Ben, les marges, pour moi, ce sont les territoires alternatifs en Europe, par exemple. C'est pour ça que je porte attention à ce qui se passe dans les ZAD, c'est-à-dire que des gens qui n'ont pas de, de compétences particulières pour habiter un milieu dans lequel ils n'ont pas été élevés, mais qui est qu'ils ont décidé de défendre pour des raisons politiques contre des aménagements euh, euh, inutiles et coûteux et pharaoniques, développe au fil du temps et assez rapidement en fait une identification avec ces milieux et en même temps des manières de vivre collectives qui tranchent complètement sur ce qui se passe autour d'eux. Et ils réinventent, ce faisant, des manières d'être et des manières de vivre que les ethnologues ont connues et qu'ils ont décrites ailleurs dans le monde, mais qui sont transmises depuis de très nombreuses générations, de génération en génération. Donc il y a cet aspect-là, et je pense que c'est très stimulant le fait que l'on puisse inventer, j'allais dire ex nihilo, ce ne sont pas des ignorants, hein, les zadistes. À la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a une bibliothèque de plusieurs milliers de volumes avec beaucoup de travaux d'anthropologie en particulier. Donc ce ne sont pas des ignorants. Mais cela dit, la capacité à inventer en commun un monde différent peut se faire assez rapidement. Donc ça, c'est un signe d'espoir. Et puis, il y a aussi, je n'oublie pas que je suis ethnologue, c'est-à-dire il y a des populations autochtones qui, un peu partout autour du monde, essayent d'inventer des adaptations aux pressions et aux spoliations auxquelles ces populations sont soumises sur leur territoire, de façon à, comment dire, élaborer des systèmes de défense qui soient à la fois fondés sur des cosmologies traditionnelles et en même temps capables de réagir à des menaces très concrètes de la modernité. Et là aussi, on voit en Amazonie, c'est l'affaire de quelques décennies aussi, de voir comment ces systèmes se sont mis en place, comment des conceptions nouvelles ou en tout cas originales du territoire se sont mises en place pour essayer de répondre à ces conditions nouvelles. Oh ben, je pense que oui, à vrai dire, la réponse est assez facile. J'ai lu Triste Tropique quand j'avais 16 ou 17 ans. C'est un livre qui m'a profondément marqué parce que contrairement à ce que Lévi-Strauss dit dans les premières lignes du livre, c'est aussi un livre d'aventure, au fond. Euh, il, euh, il y a ces longues chevauchées dans le Cerrado brésilien pour rejoindre les Boros avec toutes les aventures classiques, au fond, d'un explorateur, il faut bien le dire, et qu'un ethnologue rencontre au fil de ses expériences de terrain. Et en même temps, c'est à la fois un savant qui euh, apporte des éclairages nouveaux sur des questions d'une infinie complexité, comme le passage du sensible à l'intelligible, qui est le thème d'un grand livre comme La pensée sauvage, mais dont il y a de nombreuses traces aussi dans Triste Tropique, qui est un des grands problèmes philosophiques depuis Platon, au fond, hein. Et en même temps qui est capable d'écrire avec la plume de Chateaubriand un coucher de soleil, de parler de Debussy, etc. Donc quand j'ai lu ça, j'étais éberlué d'une certaine façon. Je dis que qu'est-ce que c'est que ce personnage incroyable qui est à la fois un explorateur et un homme de la Renaissance d'une certaine façon. Et je me suis dit, s'il est anthropologue, c'est que ça doit être... si
il fait un métier comme celui-là, ça doit être un métier intéressant. Voilà, c'est ça et alors j'ai poursuivi dans cette voie, bien sûr. Il est devenu mon directeur de thèse et c'est pas un homme qui se prêtait au compagnonnage, mais cela dit, les relations que j'ai eues avec lui au fil du temps, m'ont permis d'avancer et oui, j'ai pour lui une immense admiration. J'avais une certaine tendresse pour lui, oui, c'est un parce que c'est un personnage qui était mal à l'aise dans son siècle aussi, qui était, parfois socialement un peu maladroit, très, je me souviens quand on faisait des pots au laboratoire, dont il était le directeur, il commençait par socialiser, avec les membres du laboratoire, puis très vite il s'isolait parce que on voyait que c'était pas son affaire, quoi. Et donc c'était un personnage d'une grande sensibilité, oui, c'est difficile effectivement de ne pas l'aimer.